L'obésité des adultes français a presque doublé en 20 ans et le surpoids a également globalement augmenté selon une nouvelle étude de Santé publique France. Et derrière ces chiffres, les enjeux sont très nombreux. C'est un sujet qui concerne la société dans son ensemble, vous allez le voir. Salut, c'est Ego, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet aujourd'hui à la une de l'actualité. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, posons quand même une question assez importante. Ça veut dire quoi concrètement et réellement être en surpoids ou en situation d'obésité? Une personne est considérée en surpoids par l'Organisation mondiale de la santé à partir du moment où son indice de masse corporelle, donc son IMC, est supérieur à 25. Ça c'est donc pour une situation de surpoids et on parle d'obésité quand l'IMC est supérieur à 30. Alors qu'est-ce que c'est que l'IMC? L'IMC c'est un indicateur utilisé pour évaluer la corpulence d'une personne. Il se calcule en divisant le poids par la taille au carré. Attention, il faut le dire, cet outil il est intéressant pour faire des études statistiques à grande échelle, un peu comme on le fait aujourd'hui, mais il est moins précis au niveau individuel. En effet, il ne prend pas en compte des facteurs importants comme la masse musculaire ou encore la répartition de la graisse. En effet, je vous la fais courte, mais entre quelqu'un qui est extrêmement musclé ou quelqu'un où c'est à l'inverse peu de muscles mais surtout de la graisse, eh bien l'IMC peut être similaire, mais forcément donc ce n'est pas la même situation non plus. En réalité, pour l'obésité, si on rentre dans une définition plus précise, c'est défini comme une accumulation anormale ou excessive de graisse dans le corps, qui peut donc avoir un impact négatif sur la santé, mais on revient là-dessus juste après. Alors maintenant qu'on a dit ça, on parle donc ici d'une étude qui dit que l'obésité des adultes français a presque doublé en 20 ans, et concrètement c'est une étude qui a été publiée ce mardi par Santé publique France, et qui s'est appuyée sur l'IMC des participants, mais justement c'est des éléments importants de nuance. Concrètement, pour réaliser son baromètre, Santé publique France s'est appuyée sur des données allant de 1996 à 2017, des analyses qui ont porté au total sur plus de 100 000 personnes âgées de 18 à 75 ans résidant en France métropolitaine. On est donc sur des chiffres importants, on n'est pas à l'échelle d'une personne et donc l'IMC peut être un outil intéressant pour analyser une telle taille de population. Par ailleurs, pour avoir tout le détail sur une étude quand on l'analyse comme celle-là, en l'occurrence là c'est une étude basée sur des données déclaratives, donc c'est vraiment ce que les gens vont dire lorsqu'on va leur poser la question. Ce qu'il faut noter donc là-dessus, c'est qu'il pourrait y avoir une sous-estimation globale du surpoids et de l'obésité dans les données déclarées. Ça peut être donc lié notamment au fait que certains assument entre guillemets moins leur IMC et donc vont déclarer éventuellement quelque chose plus faible que la réalité. Mais alors que dit concrètement l'étude? Eh bien elle dit qu'en 20 ans, entre 1996 et 2017, la corpulence déclarée des adultes français a globalement augmenté donc, mais de façon différente selon le genre. Concrètement, la proportion de personnes se déclarant en surpoids est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Mais attention, ce qui est intéressant à observer ici, c'est qu'on observe une sorte de palier, de plafond, disons, ces dernières années du côté des hommes, avec globalement une augmentation qui a stagné beaucoup, alors que du côté des femmes, c'est une augmentation de la corpulence qui est constante ces dernières années. Et c'est donc des tendances qui sont jugées aujourd'hui assez fiables, qui se rapprochent d'ailleurs des données de précédentes études, sachant qu'on peut noter qu'au fil des années, on peut imaginer qu'il y a moins de tendance à sous-évaluer son IMC dans les déclarations. Mais en l'occurrence, du côté des hommes, il semblerait qu'il y ait une forme de palier ou de plafond en quelque sorte, avec donc une augmentation qui est de moins en moins importante, alors que du côté des femmes, il y a une augmentation en l'occurrence qui est constante ces dernières années. Alors comment expliquer cette forme de rattrapage en quelque sorte des femmes par rapport aux hommes? Eh bien, les auteurs de l'étude, notamment Charlotte Verdeau, chargée de projets scientifiques à Santé publique France, interrogée par le journal Le Figaro, estiment que cette augmentation chez les femmes, elle est liée au fait que les femmes, je cite, ont tendance à avoir des comportements de santé défavorables qui s'accroissent avec notamment une activité physique parfois qui dégringole, mais aussi une augmentation de la consommation de tabac et d'alcool. Bref, des effets ou des choses qu'on peut retrouver d'ailleurs chez les hommes aujourd'hui et qui font donc que d'une certaine façon, au fur et à mesure, les femmes commencent à se rapprocher du niveau des hommes. Bon, et au passage, après on voit sur les conséquences potentielles, etc., ce qu'on peut noter, c'est que cet éventuel rattrapage du côté des femmes par rapport aux hommes, on peut l'expliquer éventuellement, étant donné que c'est du déclaratif, par le fait
fait que pendant longtemps, il y a peut-être eu une forme de sous-estimation donc dans les déclarations faites par les personnes. C'est peut-être d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, mais peut-être de moins en moins parce qu'on estime que les normes sociales relatives au poids ont évolué ces dernières années, grâce notamment à des campagnes contre la stigmatisation des personnes en surpoids par exemple. Alors évidemment, ça ne fait pas tout, il y a encore une forme de stigmatisation qui existe et qui est bien réelle, mais tout de même les regards peuvent évoluer au fil des années. Alors rapidement, comment expliquer cette augmentation et pourquoi est-ce aussi important à suivre? Alors il y a de nombreux facteurs qui permettent d'expliquer l'augmentation du nombre de personnes en situation de surpoids ou d'obésité en France. Premier élément que l'on peut noter, c'est la sédentarité, donc simplement le fait de ne pas beaucoup bouger, et ça peut être lié à plein de choses. Certains estiment que c'est lié aux écrans, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Donc le fait de moins bouger et de moins faire d'ailleurs de sport plus largement. Il y a aussi la question de l'évolution de l'alimentation, avec notamment une consommation accrue de produits transformés. On peut penser par exemple à des biscuits, à tout un tas de produits qu'on consomme parfois au quotidien et qui sont donc des produits transformés. On peut aussi parler des facteurs environnementaux, par exemple les perturbateurs endocriniens, qui sont des substances chimiques qui perturbent le système hormonal et qu'on retrouve par exemple dans certains produits cosmétiques. Et enfin, il y a aussi dans certains cas des prédispositions génétiques. On en avait parlé dans une autre vidéo il y a quelques mois, donc là-dessus je vous mets des liens directement en description. Les raisons donc, elles sont nombreuses, elles sont multiples, elles sont liées à la société dans laquelle on est aujourd'hui. Mais alors, quels sont les risques associés au surpoids ou alors à l'obésité? Alors évidemment, tout cela dépend des situations, mais selon des chiffres de l'OMS publiés en 2022, le surpoids et l'obésité sont à l'origine de plus d'1,3 million de décès chaque année dans le monde. Alors après, sans parler de décès, Santé publique France rappelle que le surpoids et l'obésité, ils augmentent fortement le risque de développer des maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore certains cancers. Alors face à cela, les auteurs de l'étude plaident pour l'intensification des programmes de lutte contre le surpoids et l'obésité. Concrètement, c'est l'idée de mettre l'accent sur une alimentation équilibrée, une activité physique régulière ou encore la réduction de la sédentarité. À noter qu'en France, il y a plusieurs mesures qui ont déjà été mises en place ces dernières années. On peut penser en 2017 à l'interdiction de la mise à disposition illimitée et gratuite dans les lieux de restauration de boissons qui contiennent du sucre. En gros, les fontaines à soda, ça n'existe plus aujourd'hui en théorie en France. Ça fait partie des mesures aussi qui peuvent avoir un impact. En tout cas, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Dans la bande de Gaza, au moins 40 personnes sont décédées et 60 ont été blessées dans une frappe israélienne sur une zone humanitaire, selon la défense civile gazaoui. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi dans la zone d'Al-Mawassi à Khan Younes, dans le sud de Gaza. Cette zone avait été décrétée zone humanitaire par Israël, une zone où sont donc censés se regrouper les Palestiniens qui ont dû évacuer les quartiers normalement ciblés par l'armée israélienne. De son côté, Israël a démenti l'ampleur de ce bilan et a affirmé sur X que ces chiffres ne correspondaient, je cite, pas aux informations détenues par Tsahal ni à la précision de la frappe dirigée contre un centre de commandement du Hamas. Le Hamas, lui, a démenti que des combattants se trouvaient dans la zone humanitaire. Deuxième actu, une grève des enseignants a eu lieu ce mardi en France, seulement une semaine après la rentrée scolaire. L'objectif, c'est de réclamer de meilleures conditions de travail, mais surtout de dénoncer la généralisation des évaluations nationales. En fait, ces nouvelles évaluations ont été mises en place pour le CP et le CE1 à la rentrée 2018 et se sont étendues jusqu'à être généralisées cette année à toutes les classes de l'école élémentaire, donc du CP au CM2. Concrètement, il s'agit d'un livret d'exercice qui doit être rempli par l'élève et qui dure environ 1 heure. L'objectif affiché, c'est de permettre aux professeurs de mieux cerner les fragilités des élèves dès le début de l'année, mais aussi de mesurer au niveau national les performances du système éducatif. Le truc, c'est que les syndicats craignent que ces évaluations servent à faire un tri des élèves tout en mettant de côté le fait que chaque élève est différent et évolue à son propre rythme. Ils estiment également que ces tests en début d'année représentent une source de stress et de mal-être pour les élèves. Les enseignants de Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, se sont aussi mobilisés ce mardi pour dénoncer une rentrée catastrophique. Il manque notamment plus de 400 professeurs des écoles ainsi que des milliers d'accompagnants pour les élèves en situation de handicap, les AESH, selon l'intersyndicale. Troisième actu, le procès des viols de Mazan pourrait être suspendu pendant plusieurs jours, le temps que l'état de santé de Dominique Pellico, le principal accusé, s'améliore. Alors si vous n'aviez pas suivi, cet homme est accusé d'avoir drogué, violé et fait violer sa femme par des dizaines d'hommes recrutés sur internet pendant 10 ans, alors qu'elle était inconsciente. Dominique Pellico avait déjà été absent au procès ce lundi à cause de douleurs intestinales et il n'avait donc pas pu assister à l'audience pendant laquelle plusieurs experts psychologues et psychiatres ont analysé sa personnalité
personnalité et ses attirances sexuelles. Il est donc toujours malade ce mardi alors qu'il devait s'exprimer pour la première fois. Par ailleurs, concernant ce procès, les avocats chargés de défendre les hommes recrutés en ligne pour violer la victime ont fait savoir qu'ils allaient porter plainte pour, je cite, diffusion d'informations personnelles suivies de menaces envers leurs clients. En fait, depuis le début de l'affaire, des listes avec le nom des accusés circulent notamment sur les réseaux sociaux et selon l'avocate, des enfants d'accusés ont été pris à partie dans leurs écoles et des personnes auraient également tenté de s'introduire dans le domicile de certains accusés. Quatrième actu, près d'un TER sur 5 ne répond pas aux exigences de ponctualité selon une étude de l'UFC Que Choisir publiée ce mardi. Selon l'étude, en 2023, 9,6% des TER, donc des trains régionaux, ont été déprogrammés ou annulés. Et parmi ceux qui ont roulé, 11,2% sont arrivés à destination avec au moins 5 minutes de retard. De son côté, la SNCF, contactée par France Info, a répondu que ces chiffres sont restés constants en 2023 et ce malgré un contexte défavorable, notamment avec la tempête Ciarán. La SNCF rappelle également que la fréquentation des TER a augmenté de 20% entre 2019 et 2023. En tout cas, l'association UFC Que Choisir appelle les pouvoirs publics à agir pour améliorer la situation et réclame une indemnisation systématique des voyageurs victimes de retards récurrents. Cinquième actu, l'Australie va fixer entre 14 et 16 ans l'âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le Premier ministre du pays, Anthony Albanese. Cette mesure, elle devrait entrer en vigueur dès cette année grâce à un projet de loi qui est même soutenu par le chef de file de l'opposition. Le Premier ministre estime que les réseaux sociaux sont, je cite, un fléau pour les jeunes et il souhaite que les jeunes aient de vraies expériences avec de vrais gens. Alors on ne sait pas exactement comment ça va être mis en place concrètement, mais selon le Premier ministre, un test de vérification d'âge à la connexion va être mené dans les prochains mois avant que le texte n'entre en vigueur. Cependant, de nombreux experts restent très sceptiques quant à cette annonce. Faut savoir que ce nouveau plan gouvernemental intervient avant le rapport final d'une enquête parlementaire sur les effets des réseaux sociaux sur la société australienne. D'autres experts estiment aussi qu'une limite d'âge n'aidera pas les jeunes socialement en difficulté car ça les priverait justement d'un outil pour sociabiliser. On suivra ça. Et on termine avec cette actu. Au Royaume-Uni, la princesse Kate Middleton a annoncé ce lundi avoir terminé son traitement de chimiothérapie. Kate Middleton, c'est la femme du prince William qui est le fils de l'actuel roi d'Angleterre, le roi Charles III. Elle avait annoncé fin mars qu'elle était atteinte d'un cancer sans en préciser la nature. Dans un communiqué, elle a dit avoir hâte de retourner au travail tout en disant savoir que son chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Si vous voulez plus d'actualités, y compris en version écrite, avec aussi des liens pour en savoir plus, des recommandations culturelles, rendez-vous directement sur notre newsletter gratuite que je vous mets directement en description. Vous êtes des dizaines de milliers à la lire chaque jour, donc merci du fond du cœur pour votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.